Ma sœur a pris le micro au dîner de papa, ma sœur riche me doit son entreprise. Elle a exigé 600 000 € de ma start-up devant 47 invités. J'ai juste souri quand un haut magistrat présent dans la salle s'est levé. Le moment où il a parlé. Ma sœur s'est levée au dîner de départ à la retraite de mon père, a fait teinter son verre de vin et a annoncé aux 47 invités que je lui devais ma start-up technologique, celle que j'avais bâtie de zéro pendant 6 ans, en guise de paiement pour tout ce que la famille avait sacrifié pour moi. Puis, mon ancien mentor, un président du tribunal judiciaire qui était resté assis en silence à une table d'angle toute la soirée, a posé sa fourchette. La salle de réception du domaine de Valmont correspondait à l'idée que mon père se faisait de la modestie, 47 invités, des nappes en lin blanc, un trio de jazz dans le coin jouant de 12 standards. Mon père avait passé 31 ans comme ingénieur des travaux publics pour la métropole de Lyon. Et ce dîner était mon cadeau pour lui, une célébration sincère venant du fond du cœur pour un homme qui s'était tué à la tâche pour que ses filles puissent avoir plus. J'avais loué le salon privé de l'auberge de Lille, son restaurant préféré, celui devant lequel il passait en voiture en disant « Un jour, les filles. Un jour, quand les choses seront plus faciles. » J'avais payé pour toute la soirée. La nourriture, les fleurs, le trio de jazz, les menus imprimés sur mesure avec une photo de lui lors de son premier jour de travail en 1993. Chaque détail avait été choisi par moi, exécuté par moi, et financé par moi. Je m'appelle Camille. J'ai 32 ans, et je suis la fondatrice et PDG de Clarté Analytics, une plateforme d'intelligence de données que j'ai lancée depuis ma chambre d'amis il y a 6 ans avec 11 000 € d'économie et un ordinateur portable reconditionné acheté sur le Bon Coin. Clarté aide les entreprises de vente au détail de taille moyenne à lire leurs données clients en temps réel. Ce n'est pas glamour. Ce n'est pas le genre d'entreprise qui fait la une des magazines sur papier glacé, mais c'est rentable. C'est en pleine croissance. Et l'année dernière, après avoir clôturé notre levée de fonds de série A, elle a été valorisée à un peu plus de 4 millions d'euros. Je ne dis pas ça pour me vanter. Je le dis parce que ma sœur a besoin que vous compreniez ce chiffre avant que tout le reste n'ait un sens. Ma sœur s'appelle Delphine. Elle a 38 ans, 6 ans de plus que moi, et elle a passé la majeure partie de ma vie d'adulte à traiter mon succès de la même manière qu'un propriétaire traite un locataire, comme quelque chose dont elle devrait percevoir une part simplement par proximité. Delphine travaille dans le home staging, la mise en valeur immobilière. Elle a un bon œil, une personnalité assurée, et un véritable talent pour transformer des pièces vides en foyers chaleureux. Elle a aussi 40 000 € de dette personnelle, l'habitude de vivre au-dessus de ses moyens pour des choses qu'elle ne peut pas s'offrir, et un petit ami nommé Thibaut, que je n'ai jamais vu, en 3 ans, garder un emploi stable. Notre dynamique s'est mise en place très tôt. J'étais la fille discrète, celle qui avait toujours le nez dans un livre, celle qui a gagné le concours régional de sciences à 15 ans et obtenu une bourse partielle pour l'INSA de Lyon. Delphine était la fille sociable, celle dont mes parents s'inquiétaient moins parce qu'elle retombait toujours sur ses pattes. Même quand retomber sur ses pattes signifiait appeler papa et maman pour un atterrissage en douceur. Quand j'ai lancé Clarté, l'intérêt de Delphine pour moi a changé. Pas d'une manière chaleureuse, du genre « je suis fière de toi », mais d'une manière intéressée. Elle a commencé à poser des questions qu'elle n'avait jamais posées auparavant. Combien vaut l'entreprise en ce moment? As-tu déjà des investisseurs? Est-ce le genre de choses que tu pourrais vendre rapidement si tu en avais besoin? Puis elle a rencontré Thibaut, et Thibaut avait des idées. Ça a commencé petit. Une demande de prêt il y a 18 mois, 8 000 € pour couvrir un trou entre un contrat de home staging et le paiement d'un client. Je les lui ai donnés, sans paperasse, parce qu'elle était ma sœur et que j'étais naïve. Cet argent n'a plus jamais été mentionné, sauf une fois où je l'ai abordé doucement et où Delphine a dit « Camille, je n'arrive pas à croire que tu tiennes les comptes en famille », alors j'ai arrêté de tenir les comptes. Puis est venue la plus grosse demande. Au printemps dernier, Delphine m'a appelé un mardi après-midi. Sa voix avait ce ton spécifique, chaleureux et légèrement essoufflé, qu'elle utilise quand elle veut quelque chose. Elle m'a dit que Thibaut avait imaginé un concept de marque lifestyle, du contenu de home staging, une chaîne YouTube, une box par abonnement d'articles de décoration d'intérieur sélectionnés par Delphine. Elle allait l'appeler Cocon et compagnie.
Elle avait besoin d'un capital d'amorçage pour se lancer. Elle a dit qu'elle avait fait ses recherches. 25 000 € couvriraient les frais de création de la SAS, le stock initial, le matériel de tournage et 6 mois de production de contenu. J'ai répondu que je n'étais pas en position d'investir dans une marque lifestyle alors que je réinvestissais activement chaque euro dans ma propre entreprise. Delphine est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, « Camille, je soutiens ton rêve depuis des années. Je t'ai conduite à tes réunions avec les investisseurs. Je t'ai laissé utiliser le garage de papa pour ta première installation de serveur. J'ai été ta plus grande fan, et tu n'arrives pas à trouver 25 000 € pour le rêve de ta propre sœur. C'est moi qui conduisais pour aller à mes réunions d'investisseurs. On m'avait donné la permission d'utiliser le garage, que j'avais nettoyé, rangé, et laissé en meilleur état que je ne l'avais trouvé. Et Delphine était venue à 2 réunions en 4 ans, à chaque fois parce que je lui avais payé le déjeuner après et qu'elle n'avait rien d'autre à faire. Mais je n'ai rien dit de tout ça. J'ai dit que j'y réfléchirais. Et puis j'ai fait quelque chose de stupide. J'étais chez mes parents pour le dîner du dimanche quelques semaines plus tard, et mon père racontait une anecdote sur le fait que j'étais trop sérieuse. J'ai ri et j'ai dit, « Je ne suis pas si terrible, Delphine. Quand Cocon et compagnie décollera, je serai ta première investisseuse. » Je le pensais comme une blague entre sœurs, une parole chaleureuse jetée en l'air au milieu d'un repas de famille. J'avais oublié que Thibaut était assis au bout de la table. Et Thibaut, j'allais l'apprendre, n'oublie jamais rien de ce qui a l'odeur de l'argent. Le soir du dîner de retraite de mon père, je n'avais aucune raison d'être sur mes gardes. J'étais détendue, sincèrement heureuse, regardant mon père rayonner sur sa chaise en bout de table pendant que ses collègues et amis se levaient un par un pour porter un toast en son honneur. Le juge Henri Moreau était assis à l'autre bout de la pièce, à une petite table d'angle avec sa femme, Pascal. Il avait été le colocataire de mon père à l'université et était ce qui se rapprochait le plus d'un second père pour moi, en dehors de ma famille immédiate. Il avait assisté à ma remise de diplôme à l'INSA. Il avait envoyé une carte manuscrite lorsque Clarté avait signé son premier grand contrat, et il avait discrètement, sans qu'on le lui demande, rédigé une lettre de recommandation pour moi lorsque j'avais postulé à un incubateur d'entreprise il y a 3 ans. Il avait 71 ans, l'esprit vif comme une lame, et il avait présidé le tribunal judiciaire de Lyon pendant 19 ans. Je l'avais placé à cette petite table isolée parce que je savais qu'il préférait observer plutôt qu'être observé lors des événements mondains. Il observait la salle avec cette expression calme et attentive que je lui avais connue les 2 fois où je m'étais assise au fond de sa salle d'audience en tant que jeune femme, juste pour le regarder travailler. Les toasts touchaient à leur fin. Le plat principal avait été débarrassé. Le trio de jazz glissait vers un morceau lent et envoûtant. Mon père s'est levé pour parler, les yeux humides, la voix assurée, évoquant ce que cela signifiait d'avoir construit quelque chose avec ses mains et son temps, et de regarder autour de soi dans une pièce pour y voir la preuve que cela avait eu de l'importance. C'est à ce moment-là que Delphine s'est levée. Elle n'a pas demandé la parole. Elle a pris son verre de vin et l'a tapoté avec une cuillère, comme on le fait dans les mariages. Et la pièce s'est lentement tue, parce que c'est ce qui se passe quand quelqu'un fait teinter un verre. Mon père s'est rassis, l'air agréablement confus. Thibaut, assis à côté de Delphine, était parfaitement immobile, un petit sourire privé sur le visage. « Je veux juste dire quelques mots », a dit Delphine, sa voix portant facilement à travers la pièce. Elle était bien habillée. Elle était toujours bien habillée. « Papa, cette soirée est tellement belle et je suis tellement fière de toi. » Elle s'est tue pour lui sourire, et c'était un vrai sourire, ce qui a rendu la suite des événements d'autant plus désorientante. Je veux aussi profiter de ce moment, puisque tant de personnes qui aiment notre famille sont ici, pour dire quelque chose que je garde en moi depuis un moment. J'ai posé ma fourchette. Ma sœur Camille, a dit Delphine en se tournant vers moi, a accompli quelque chose d'incroyable avec clarté. Nous sommes tous si fiers. Une valorisation de 4 millions d'euros. Elle a laissé ce chiffre flotter dans l'air juste le temps qu'il fallait. Ce que la plupart des gens dans cette pièce ignorent, c'est que Clarté a été bâtie sur des fondations que cette famille a fournies. Le garage de papa, la cuisine et le soutien moral de maman pendant les années difficiles, et mon implication personnelle en tant que toute première conseillère et soutien de Camille.
La salle était attentive, de cette manière qu'on les assemblait quand elles sentent que quelque chose se passe mais n'arrivent pas encore à identifier quoi. Camille m'a fait une promesse, a poursuivi Delphine, la voix chaleureuse et conversationnelle, comme si elle partageait simplement une excellente nouvelle. Elle m'a promis devant nos parents qu'elle serait la première à investir dans Cocon et compagnie. Thibaut et moi développons la marque depuis plus d'1 an maintenant et nous sommes prêts à nous lancer. Nous avons fait les calculs. Elle a plongé la main dans sa petite pochette sur la table et en a sorti un bout de papier plié. Pour une participation de 15% dans le capital de Clarté, ce qui, à la valorisation actuelle, représente environ 600 000 €, Camille peut financer non seulement Cocon et compagnie, mais l'ensemble de notre vision pour cette marque lifestyle pour les 3 prochaines années. Et ce n'est que justice, compte tenu de tout ce que cette famille a investi dans son succès. Elle m'a souri. C'était un sourire large, plein d'attente, parfaitement maîtrisé. Elle avait répété ça. Thibaut regardait ses mains. 47 personnes me regardaient. Mon père s'était figé. La main de ma mère s'est levée pour couvrir sa bouche. Le juge Moreau avait posé son verre de vin et observait Delphine avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Ni lors des dîners, ni sur les photos de son tribunal qui tapissaient le mur de son bureau. C'était l'expression d'un homme qui vient d'entendre quelque chose exigeant une réponse formelle. Je ne suis pas une actrice. Je gère très mal les embuscades. Mon instinct a été de devenir froide et silencieuse, et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai regardé ma sœur pendant un long moment. Le trio de jazz s'était arrêté de jouer. Quelqu'un a toussé. Delphine, ai-je dit, et ma voix était plus basse que je ne l'espérais. Nous pouvons en parler en privé. Il n'y a rien de privé là-dedans, a-t-elle répondu, en souriant toujours. Tu as fait une promesse devant maman et papa. Je m'assure juste que tout le monde comprend bien la situation. Tu as largement les moyens de le faire, Camille. Ce ne serait même pas un vrai sacrifice. Tu es en train de me demander, ai-je dit lentement, 600 000 € d'actions dans une entreprise que j'ai construite. Au dîner de retraite de mon père. Je te demande d'honorer un engagement. Sa voix avait changé. La chaleur s'estompait. Comme la peinture s'estompe quand on y ajoute trop d'eau. Tu as dit que tu serais ma première investisseuse. Cette famille t'a soutenue pendant des années. Je t'ai soutenue. Tu as gardé toute la récompense pour toi. Et maintenant que nous avons besoin de quelque chose, soudainement il y a des conditions. Il y a eu un bruit dans le coin de la pièce. Pas très fort, une chaise qu'on reculait avec précaution sur le parquet. Le juge Henri Moreau s'est levé, se déployant de toute sa hauteur avec la lenteur délibérée d'un homme qui comprend que le poids d'un moment réside dans son immobilité, pas dans sa rapidité. Il a posé sa serviette sur la table à côté de son dessert intact. Camille, a-t-il dit, juste mon nom, prononcé avec la voix qui résonnait dans les salles d'audience du tribunal depuis 19 ans. Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées. Delphine a cligné des yeux. Juge Moreau. Je suis juste en train d'avoir une affaire de famille. J'ai bien entendu ce que c'était, a-t-il coupé, sans méchanceté, mais avec une finalité qui fermait toute discussion. Il a regardé mon père. Richard, j'espère que tu me pardonneras de prendre la parole. Mon père a fait un petit signe de tête lent. Le juge Moreau a regardé Delphine. Jeune fille, je connais votre sœur depuis qu'elle a 14 ans. Je l'ai regardée bâtir son entreprise sans un centime de l'argent familial, parce que j'y ai prêté attention. Ce que vous avez décrit comme une promesse est au mieux une figure de style lancée lors d'un dîner de famille. Ce que vous êtes en train de faire en ce moment même, devant témoins, c'est de tenter d'utiliser la pression sociale publique pour extorquer des parts d'une entreprise privée qui possède une entité légale. Cela s'appelle de la coercition. La pièce était plongée dans un silence absolu. Le fait que vous soyez apparenté à la fondatrice, a-t-il poursuivi, ne vous donne pas plus droit à la propriété de son entreprise que de manger dans un restaurant ne vous donne droit à un siège à son conseil d'administration. Je vous encourage à vous asseoir et à laisser cet homme profiter de la soirée que sa fille a organisée pour lui. Le sourire de Delphine avait disparu. Son visage était passé par plusieurs couleurs et s'était figé sur un blanc pâle et rigide.
Thibaut avait reculé sa chaise de la table de plusieurs centimètres, comme s'il essayait de mettre une subtile distance physique entre lui et la situation. Elle a fait une promesse, a répété Delphine, mais toute autorité en avait disparu. Cela sonnait maintenant comme ce que c'était, une remarque anodine faite lors d'un dîner dominical. Ce n'est pas un engagement juridiquement contraignant, ai-je dit, et j'ai été surprise par l'assurance de ma propre voix. Et même si ça l'était, je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, ma réponse est non. Ça a toujours été non. Tu es libre de lancer Cocon et compagnie sans mes capitaux. Je me suis levée, j'ai pris mon verre et je me suis tournée vers mon père. Papa, je crois que tu avais la parole. Mon père, qui avait observé cet échange avec l'expression d'un homme qui vient d'apprendre que la maison qu'il croyait solide a une fissure traversant ses fondations, a lentement pris sa serviette et l'a lissée sur ses genoux. Oui, a-t-il dit doucement. Oui, en effet. Le trio de jazz, jaugeant la salle avec une précision professionnelle, a doucement repris son répertoire. Mais le mal était fait, et tout le monde dans cette pièce le savait. Je ne me suis pas effondrée dans la voiture. Je ne suis pas faite comme ça. J'ai conduit jusqu'à chez moi en pilote automatique, les mains à 10h10 sur le volant, les lumières de la ville glissant sur le pare-brise. Et j'ai laissé mon esprit faire ce qu'il fait de mieux. Quand je lui donne un problème, je le laisse structurer. J'ai pensé aux 8 000 € qui n'avaient jamais été remboursés. J'ai pensé à la conversation sur Cocon et compagnie au printemps dernier et aux mots exacts que j'avais employés. J'ai pensé au visage de Thibaut à table, ce petit sourire immobile avant que Delphine ne se lève, et j'ai compris que j'avais sous-estimé la menace qui se dressait devant moi. Mon téléphone a commencé à sonner alors que j'étais encore dans le parking souterrain de mon immeuble. Ma mère. Je n'ai pas répondu. Puis mon père. Je lui ai répondu. Camille. Sa voix était fatiguée et triste, de cette façon particulière qui survient lorsqu'on voit clairement quelque chose qu'on aurait aimé voir plus tôt. Tu es bien rentré? Presque, papa. Cette soirée devait être la tienne. Je suis tellement désolée. Ne fais pas ça, a-t-il dit. Ne t'excuse pas pour ça. Ce n'était pas à toi de t'excuser. Un silence. Elle avait prévu ça depuis un moment, n'est-ce pas? Je crois que oui. Un autre silence. Les 8 000 €, a-t-il dit. Elle nous a dit que tu les avais offerts. J'ai fermé les yeux. Je sais. Je suis désolée, Camille. J'aurais dû te poser la question directement. Il est resté silencieux un instant. Le juge Moreau m'a appelé depuis le parking. Il veut que tu l'appelles ce soir, si tu le peux. J'ai appelé le juge Moreau depuis la table de ma cuisine, avec une tasse de thé qui refroidissait à côté de moi. Il a décroché à la deuxième sonnerie, et sa voix n'avait rien de la formalité de la salle à manger. Il parlait comme Henri, l'homme qui avait l'habitude de m'interroger sur les amendements constitutionnels à la table de la cuisine de mes parents quand j'avais 17 ans. Comment tu tiens le coup, a-t-il demandé. Je vais bien. Plus embarrassé qu'autre chose. Pour ma famille. Ne sois pas embarrassé, a-t-il dit. Sois lucide. Il y a une différence. Il a fait une pause. Camille, je veux te dire quelque chose, et je veux que tu l'entendes de la part de l'avocat, du magistrat et de l'ami de la famille, tout en même temps, car en ce moment, ils me disent tous la même chose. D'accord. Ce que Delphine a fait ce soir n'était pas une dispute familiale. Elle a revendiqué publiquement des parts de ton entreprise devant des témoins, a présenté ça comme une rupture de promesse, et l'a fait lors d'un événement où tu subirais une pression sociale pour ne pas riposter. Ce n'est pas une sœur qui traverse un moment difficile. C'est une stratégie. Et les stratégies ont des étapes suivantes. Je suis restée silencieuse. Est-ce que Delphine a quoi que ce soit par écrit? Des SMS où tu utilises le mot investir, ou promis, ou engagé? J'y ai réfléchi. Quand elle m'a présenté Cocon et compagnie pour la première fois, je lui ai envoyé un SMS du genre « Laisse-moi y réfléchir ». C'est tout. Bien. Ce n'est pas un engagement. Mais je veux que tu fasses quelque chose ce soir avant de t'endormir. Il m'a guidé pas à pas.
Faire des captures d'écran de chaque conversation par SMS avec Delphine remontant à 18 mois. Me les envoyer par email avec les horodatages, et appeler mon avocate d'affaires à la première heure le lendemain matin. Ton entreprise est une SAS, a-t-il demandé. Oui, Clarté Analytics SAS. Je suis l'associé unique. Alors sa revendication de part ne vaut absolument rien sans ta signature sur un acte de cession. Mais des gens qui n'avaient rien n'ont fait des procès pour moins que ça. Et une action en justice, même farfelue, peut créer des nuisances autour d'une levée de fonds ou d'une relation client. Sa voix était prudente et précise. Tu dois te protéger et tu dois être proactive. N'attends pas qu'elle fasse le prochain mouvement. J'ai pris des notes au dos d'une enveloppe. Quand j'ai raccroché, il était presque minuit. Je n'ai pas très bien dormi, mais j'ai dormi. Mon avocate s'appelle Sophie Leroy. Elle représente Clarté depuis notre premier accord de financement, et c'est le genre d'avocate qui répond aux emails de fin de soirée par un message vocal et un appel programmé à 7 heures le lendemain matin. J'étais dans son bureau à 9 heures avec chaque capture d'écran, chaque fil de discussion, et une chronologie manuscrite du prêt de 8 000 €, du pitch de Cocon et compagnie, du commentaire au dîner du dimanche, et de l'embuscade au dîner de retraite. Sophie a écouté sans m'interrompre, ce qu'elle fait toujours. Puis elle a passé un long moment à regarder la chronologie. La bonne nouvelle, a-t-elle dit, c'est que vous n'avez aucune exposition contractuelle. Une déclaration verbale faite lors d'un dîner de famille sans aucun document de suivi, aucun virement bancaire, aucune lettre d'intention signée. Ou aucune reconnaissance écrite de votre part indiquant votre intention de faire un investissement, ce n'est pas un contrat. N'importe quel avocat qu'elle consultera lui dira la même chose. Et la mauvaise nouvelle ? La mauvaise nouvelle, c'est que les gens n'écoutent pas toujours leurs avocats. Elle a posé la chronologie. Ce qui m'inquiète, c'est la formulation publique. Elle a dit devant 47 personnes que Clarté a été bâtie sur les contributions de votre famille. Cette formulation, si elle la répète publiquement en ligne, à vos investisseurs ou à vos clients, peut créer une nuisance réputationnelle, même si la plainte juridique n'aboutit à rien. Sophie m'a regardé. Je veux faire 3 choses. Premièrement, je vais lui envoyer une lettre dès aujourd'hui, en recommandé avec accusé de réception, clarifiant formellement que vous n'avez aucune obligation légale découlant d'une quelconque conversation antérieure. Et que toute tentative de revendiquer des droits sur Clarté ou ses actions fera l'objet de poursuites judiciaires. Deuxièmement, je veux faire un audit rapide de vos documents fondateurs pour m'assurer que tout est blindé. Troisièmement, je veux que vous réfléchissiez attentivement pour savoir si elle a eu un accès, quel qu'il soit, à des informations confidentielles sur votre entreprise. J'ai réfléchi. Elle est venue à la fête de fin d'année de nos bureaux il y a 2 ans. Elle n'a jamais vu de bilan financier ni de présentation pour les investisseurs. Alors nous sommes en bonne position. Sophie a pris une note. Encore une chose, les 8 000 €. Je sais. Avez-vous une trace du transfert ? Relevé bancaire, Lydia, PayPal, quoi que ce soit. Virement bancaire. J'ai la confirmation. Elle a hoché la tête. C'est une dette. En l'absence de tout document prouvant que c'était un don. C'est un prêt personnel recouvrable. Si elle va plus loin, nous l'inclurons dans la réponse. J'ai quitté le bureau de Sophie avec le sentiment, pour la première fois depuis le dîner, de me tenir sur un sol solide. J'avais tort de penser que Delphine accepterait la lettre sans faire de vagues. 2 jours après l'arrivée de la lettre recommandée de Sophie à son appartement, Delphine a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux. Elle était assise dans sa voiture, ce qui est son décor préféré pour les contenus émotionnels, avec le soleil de l'après-midi filtrant à travers le pare-brise sous un angle flatteur. Elle avait manifestement pleuré, ou avait fait quelque chose pour donner l'impression qu'elle avait pleuré. Je ne fais pas ça d'habitude, a-t-elle dit à la caméra. Vraiment pas. Mais je traverse une épreuve avec un membre de ma famille en ce moment qui me brise le cœur, et je pense que certains d'entre vous qui suivent mes contenus d'écho depuis un moment méritent de savoir pourquoi je suis restée silencieuse. Elle a fait une pause. Ma sœur a une entreprise à succès. Je ne la nommerai pas. Elle sait qui elle est. Et j'ai passé des années. Des années à être son pilier, son plus grand soutien, son filet de sécurité.
Elle m'avait fait une promesse pour ma propre entreprise. Et maintenant qu'elle a obtenu tout ce qu'elle voulait, elle m'a tourné le dos et m'a envoyé une mise en demeure. Sa voix s'est brisée sur les derniers mots avec précision. Une lettre d'avocat à sa propre sœur. Elle a tagué la page LinkedIn de mon entreprise. La publication a été partagée 400 fois dans les 3 premières heures, principalement par ses contacts dans le secteur de l'immobilier et par un petit groupe de personnes qui semblent vivre exclusivement de l'indignation sur les réseaux sociaux. Sophie l'a signalé dans l'heure, et une mise en demeure de cesser et de renoncer a été rédigée dans l'après-midi. Mais avant qu'elle ne soit supprimée, 2 choses se sont produites. Un de mes anciens clients, un distributeur de meubles de taille moyenne à Grenoble, a envoyé un message à mon assistante pour demander si tout allait bien chez Clarté, compte tenu de ce qu'il voyait en ligne. Et le juge Moreau m'a appelé. Je l'ai vu, a-t-il dit avant même que je puisse parler. Elle a tagué ton entreprise. Sophie s'occupe de la faire retirer. Bien. Je vais aussi passer un coup de fil. Il a fait une pause. J'ai un confrère au Conseil de l'Ordre des avocats. Pas pour faire quoi que ce soit d'officiel, Delphine n'est pas avocate, mais il connaît du monde dans le milieu des affaires à Lyon. Et je veux m'assurer que la bonne version de cette histoire circule dans les bons cercles avant que sa version ne gagne du terrain. Sa voix était mesurée et délibérée. Tu n'as rien fait de mal, Camille. Je ne resterai pas les bras croisés pendant que quelqu'un fait croire le contraire à tout Lyon. Ce que je ne savais pas pendant que Delphine se filmait en train de pleurer dans sa voiture, c'est que l'enquêteur de Sophie avait déjà commencé à creuser le cas de Thibaut. Le nom complet de Thibaut était Thibaut Blanc. Il avait 41 ans. Au cours des 8 dernières années, il avait été codéfendeur dans 2 procès civils. L'un intenté par un ancien associé qui affirmait que Thibaut avait menti sur ses parts de propriété dans un projet d'application mobile, et l'autre intenté par une femme à Marseille qui disait qu'il avait emprunté 22 000 € pour un investissement commun qui n'avait jamais vu le jour. Les 2 procès s'étaient réglés à l'amiable, ce qui signifiait qu'il n'y avait pas de jugement officiel dans les dossiers, mais il y avait des dépôts de plainte au tribunal, et ces documents sont publics. Sophie m'a lu le résumé au téléphone d'une voix devenue très plate et très prudente. Il a un mode opératoire, a-t-elle dit. Il identifie quelqu'un avec un actif ou une source de revenus, se positionne à proximité via une relation personnelle, puis fabrique une revendication. Je suis restée silencieuse un instant. Delphine n'est pas sa complice, ai-je dit. Elle est son instrument. C'est aussi ma lecture des choses, a répondu Sophie. Il se peut qu'elle ne le comprenne pas complètement. C'était la partie qui faisait le plus mal. Pas l'embuscade au dîner. Pas la publication sur les réseaux sociaux. La prise de conscience naissante et écœurante que ma sœur, qui était difficile et se croyait tout permis, et qui s'était toujours trop reposée sur les gens autour d'elle, avait été utilisée. Thibaut avait vu la valorisation de Clarté quelque part, avait remonté la piste jusqu'à Delphine, avait passé un an à construire un dossier dans sa tête sur ce qui lui était dû et pourquoi. Et l'avait coaché pour une embuscade lors d'un dîner de retraite comme s'il s'agissait d'une négociation commerciale. Delphine n'était pas innocente. Elle avait fait ses choix, mais elle n'était pas non plus l'architecte de tout ça. Thibaut l'était. La conversation avec mes parents a eu lieu un dimanche, 2 semaines après le dîner. J'ai conduit jusqu'à leur maison à Écully avec le rapport de l'enquêteur dans une chemise sur le siège passager, et une absence de colère soigneusement choisie dans ma poitrine. Je n'étais pas là pour tout brûler. J'étais là pour leur montrer ce qu'on ne leur avait pas montré. Ma mère est venue m'ouvrir à la porte. Mon père était dans le salon. Delphine et Thibaut n'étaient pas là. J'avais expressément demandé à mon père que nous ne soyons que tous les 3, et il l'avait fait, ce qui m'indiquait dans quel état d'esprit il se trouvait. Je me suis assise sur le canapé sur lequel je m'étais assise toute ma vie. Et je leur ai tout raconté. Le prêt de 8 000 € et ce que Delphine leur en avait dit. Le commentaire du dîner dominical et comment il avait été enregistré et classé pour un usage futur. Le dîner de retraite, la publication sur les réseaux sociaux et la mise en demeure. Et puis j'ai ouvert le dossier et j'ai posé l'historique de Thibaut sur la table basse entre nous. Ma mère l'a lu, les mains très immobiles sur ses genoux. Mon père l'a lu, ses lunettes de lecture remontées sur le nez,
avec cette expression que je lui connaissais quand un calcul de structure ne tenait pas la route. Il a été poursuivi par une femme à Marseille, a dit mon père finalement. Oui. Pour le même genre de choses. Même mode opératoire, victime différente. Ma mère a levé les yeux. Ses yeux étaient humides. Est-ce que Delphine est au courant? Je ne sais pas ce que Delphine sait, ai-je répondu. Honnêtement. Je sais qu'on l'a nourrie d'une version des faits qui l'a amenée à croire qu'on lui devait quelque chose. Je sais qu'elle a mis cette croyance en scène de manière bruyante. Je ne sais pas quelle part de tout cela est réelle pour elle et quelle part elle a emprunté à Thibaut. Mon père a reposé le rapport. Il est resté silencieux pendant un long moment. J'ai cautionné ça, a-t-il dit. Pas Thibaut, mais ce sentiment de tout lui devoir. Nous l'avons laissé te traiter comme. Il s'est arrêté. Nous pensions maintenir la paix. Je sais, papa. Ce n'est pas une excuse. Je le sais aussi. Ma mère a tendu la main par-dessus la table basse et l'a posée sur la mienne. Elle n'a rien dit pendant un instant. Puis elle a demandé, de quoi as-tu besoin de notre part? C'était la question que j'avais attendu toute ma vie d'adulte d'entendre dans le bon contexte. J'ai besoin que vous entendiez la vraie version, ai-je dit. Et j'ai besoin que vous arrêtiez d'accepter celle qu'elle vous donne. Delphine m'a appelé ce soir-là. Pas un SMS, un appel. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Son message durait 4 minutes et passait par 5 registres émotionnels différents. Commençant par la colère, passant par la défensive, plongeant brièvement dans quelque chose qui ressemblait presque à une confusion sincère, et se terminant par un « j'ai besoin de te parler sans Thibaut, juste nous deux, plat et épuisé ». Je ne l'ai pas rappelé ce soir-là. J'ai pris le temps d'encaisser. L'audience civile que Sophie avait préparée pour une requête en rejet préventive, au cas où une demande de part serait formellement déposée, était prévue pour un jeudi matin. Delphine n'a pas déposé de plainte. Thibaut avait apparemment consulté un avocat qui lui avait dit exactement ce que Sophie avait prédit. Il n'y avait pas de contrat. Il n'y avait pas de motif de plainte. Et toute action en justice serait rejetée avant même d'avoir commencé, probablement avec des sanctions pour procédure abusive. Thibaut a disparu. Pas de façon dramatique. Il n'a pas claqué la porte ni fait de scène. Il est simplement devenu moins présent, puis plus présent du tout. Delphine m'a rappelé la semaine suivante. J'ai décroché, cette fois. Elle a parlé pendant longtemps. Ce n'était pas exactement des excuses, pas au début. C'était plutôt comme le lent et douloureux détricotage d'une histoire qu'on lui avait racontée tant de fois qu'elle avait cessé de la remettre en question. Thibaut était entré dans sa vie il y a 18 mois avec un vocabulaire qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant. Des termes comme « dilution du capital »,« apport en industrie » et « dette des fondateurs ». Il avait recadré toute notre histoire de sœurs selon ces termes. Chaque fois que j'avais reçu de l'aide de notre famille, il le catégorisait comme un investissement. Chaque fois que je réussissais, il catégorisait ce succès comme étant en partie dû aux autres. Il avait construit toute une comptabilité parallèle de notre relation, dans laquelle Delphine était une créancière et moi une débitrice défaillante. Je l'ai cru, a-t-elle dit. Je pense que je voulais le croire, parce que c'était plus facile que de regarder ce que j'avais réellement fait et pas fait de ma propre vie. Ce genre d'honnêteté est rare. Je ne me suis pas emballée trop vite, car les dégâts étaient réels, et l'honnêteté seule ne les répare pas. Mais je l'ai entendu. Les 8 000 €, ai-je dit. Je sais. J'ai besoin que tu les rembourses. Pas tout d'un coup, mais il me faut un échéancier, et il me le faut par écrit. Elle a accepté. Et Thibaut, ai-je demandé. Un long silence. Il est parti, a-t-elle dit. Il a déménagé la semaine dernière. Un autre silence. Et dans celui-ci, j'ai pu entendre quelque chose se briser. Il m'a dit que c'était toi qui l'avais dénoncé à l'avocat de son ancien associé. Il a dit que tu menais une enquête sur lui depuis des mois. Il était tellement en colère. Elle s'est arrêtée. Mais ensuite j'y ai réfléchi, et je me suis dit, qui est Camille et qui est Thibaut? Et j'ai su lequel de vous deux avait réellement fait quelque chose qui méritait d'être enquêté.
Je n'ai pas répondu directement à cela. J'ai dit, je pense que tu devrais parler à quelqu'un, un thérapeute. Pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi, mais parce que quelqu'un t'a manipulé pendant plus d'1 an, et que ça laisse des traces. Elle s'est tue, puis a répondu, d'accord. Nous ne nous sommes pas tombés dans les bras. Nous n'avons pas eu de réconciliation larmoyante. Nous avons eu une conversation difficile et honnête entre 2 adultes qui ont un lourd passé commun et beaucoup de travail de réparation devant elles. C'est un début. Je le traite comme tel, prudemment, avec la structure appropriée et la distance nécessaire. La publication sur les réseaux sociaux a été supprimée. Sophie a envoyé une lettre de suivi confirmant qu'aucune autre mesure ne serait prise tant qu'il n'y aurait pas d'autres déclarations publiques. Delphine a signé une reconnaissance de dette simple pour les 8 000 €, à raison de 100 € par mois, sans intérêt, avec une signature notariée. Elle l'a encadrée, m'a-t-elle dit, et l'a accrochée au miroir de sa salle de bain. Je choisis de croire que c'est sa version de la prise de responsabilité. Le juge Moreau m'a invité à dîner chez lui 3 semaines après le dîner de retraite. Pascal et lui ont préparé un pot-au-feu, et nous nous sommes assis à la table de leur cuisine comme nous l'avions fait une centaine de fois au fil des ans. Et il m'a posé des questions sur le projet à La Réunion, pour lequel j'étais en pourparlers avec un groupe de complexes hôteliers éco-responsables concernant un contrat de données. Et il a posé des questions sur les chiffres du 3e trimestre de Clarté. Et nous avons parlé pendant 2 heures de presque tout, sauf de ce qui s'était passé à l'auberge de Lille. Avant que je ne parte, il m'a raccompagné à ma voiture. C'était une nuit fraîche. Le genre de nuit qu'on a à Lyon en octobre, quand le ciel est dégagé et que l'air a l'odeur de quelque chose qui se termine et de quelque chose qui commence en même temps. Tu as su gérer ça, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Vous m'avez aidé. J'ai dit ce qui devait être dit. Il a fait une pause. Tu as su ce qui devait être fait. C'était ça, ta part du travail. J'ai conduit pour rentrer chez moi avec les vitres entr'ouvertes et la radio éteinte. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai laissé toute cette histoire se poser dans ma poitrine sans essayer de la structurer, de l'analyser ou de la documenter pour référence future. Je l'ai juste laissée être ce qu'elle était. Les fonds de la série sont déployés. Le contrat pour La Réunion a été signé le mois dernier. Clarté compte désormais 9 employés et une liste de clients qui s'étend sur 6 régions. Mon bureau surplombe un petit parc près de la Part-Dieu à Lyon, où, par temps clair le matin, je peux regarder la ville vaquer à ses occupations avec une sorte d'énergie concentrée et déterminée que j'ai toujours trouvée profondément satisfaisante. Les 8 000 € sont en train d'être remboursés, 100 € par mois, et je verse chaque paiement directement sur un compte séparé auquel je n'ai pas encore donné de nom. Je ne sais pas encore ce que j'en ferai quand la somme sera entière à nouveau. Peut-être rien de concret. Peut-être quelque chose qui me rappellera qu'une dette reconnue a de la valeur, même quand le montant est faible. Mon père m'a envoyé un SMS la semaine dernière. Il a commencé à marcher tous les matins avec un ancien collègue, pour faire 3 kilomètres autour d'un lac près de leur quartier. Il a joint une photo. Lui et son ami à mi-parcours. 2 hommes dans la soixantaine, debout dans la lumière du matin, les pouces en l'air comme des adolescents. Première semaine terminée, disait son SMS. Je me sens bien. J'ai regardé cette photo pendant un long moment. J'ai répondu. Tu as construit quelque chose qui valait la peine d'être célébré, papa. Je pensais chaque centime dépensé pour ce dîner. Il a renvoyé une seule réponse. Je sais, ma chérie. Et toi aussi. J'ai posé mon téléphone, je me suis tournée vers mon écran, et je me suis remise à